Bienvenue dans le podcast Design Plus. Bonjour, c'est Laurent Galen. Dans ce podcast, je vais rencontrer des designers UX et UI français. On y parlera d'expérience, de technique, d'innovation, de passion et d'inspiration, mais surtout de design. Ce podcast est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour, c'est Laurent Galen pour ce nouveau podcast Design Plus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivia Dutheil. Bonjour Olivia. Bonjour Laurent. Et nous sommes dans une société qui s'appelle donc Talent. Et Olivia travaille chez Talent Labs, elle va nous l'expliquer tout à l'heure. Pour commencer, je vais demander donc à Olivia de se présenter, s'il te plaît. Alors, moi je suis en effet chez Talent Labs, donc qui est rattaché à Talent. Donc, rapidement, Talent c'est un grand groupe de consultants qui a plusieurs départements. Il y a Talent Consulting, Talent Opération et Talent Labs qui est un des départements qui est vraiment spécialisé, je dirais, sur l'accompagnement des grands groupes dans leur transformation digitale. D'accord. Donc on a différents domaines d'activité. On a évidemment du design, des UI designers, du design thinking, sinon je ne serais pas là. Également tout ce qui est domaine de développement, donc machine learning, intelligence artificielle, DevOps, etc. Je ne vais pas tous les citer parce que la liste est longue. D'accord. Et aussi de l'agilité. Voilà, D'accord. Des pôles de coach agile et de Scrum Master. Ok. Et donc toi, qu'est-ce que tu fais en fait chez Talent Labs? Quel est ton rôle? Alors chez Talent Labs, donc moi je m'occupe du pôle design, UX, UI et design thinking. Donc on a une équipe de presque 10 personnes. Ah, sympa. Moi je suis davantage spécialisée, on co-gère à deux ce pôle-là. Moi je suis plus spécialisée dans la branche design thinking. D'accord. C'est un choix, même si j'ai un passif de designer et du UX UI designer. T'as mal tourné quoi en fait. Voilà, je suis tombée du côté obscur des ateliers, des post-it, voilà, c'est ça exactement. Mais c'est totalement assumé et apprécié. Voilà, donc on intervient sur différents clients, donc c'est surtout des grands groupes principalement, des groupes bancaires, assurances, dans le transport, dans l'énergie aussi un peu, voilà. D'accord, ok. Donc tu fais des missions, j'imagine, chez le client, etc. Et en fait, comment t'es arrivé chez Talent? Alors, ça fait pas très longtemps que je suis chez Talent. Moi, j'ai D'accord. un passif très orienté banque-assurance. Alors, en tant que designer, toujours. D'accord. J'ai commencé en freelance, si on revient encore plus en arrière, parce que maintenant, ça D'accord. fait une bonne dizaine d'années que je travaille. Donc, j'ai été en freelance, j'ai travaillé en agence, comme beaucoup, en tant que directrice artistique, puisqu'à l'époque, on parlait plus de directeur artistique print ou digital, c'était ça, à l'époque. Voilà. Et avant de web design? Avant le web design, voilà. Et puis après, je suis rentrée dans le monde de l'assurance chez Generali. Je suis restée pendant 6 ans là-bas. D'accord. J'ai évolué dans différents départements, la communication, le digital aussi également. Après, je suis allée chez Société Générale pour parfaire, je dirais, mon expertise banque, Et assurance et banque du coup. D'accord. Et là, je suis restée 2 ans. Et Talent, j'ai rejoint Talent il y a seulement à peine presque un an. D'accord. En septembre, Ok. ça fera un an. D'accord. Donc, Ok. Ok, très bien. Et pourquoi t'es devenu designer en fait alors? Alors, pourquoi je suis devenue designer? Au départ, c'est vrai que le design était très loin, même le design thinking, j'en parle même pas, même si ça existait déjà, on n'en entendait pas autant parler. À la base, moi, ce que j'aimais, c'était la création, comme beaucoup. Dessiner, c'était ma passion, donc je voulais faire des bandes dessinées, je voulais même faire des dessins animés, donc strictement rien à voir. Et un peu plus tard, parce que je suis musicienne à côté, je fais de la basse, j'ai voulu faire des pochettes de disques. Ça a été mon grand rêve. Bon, aujourd'hui, les pochettes de disques, autant dire que ça n'existe plus beaucoup. Mais j'ai quand même pu faire ça pendant quelques années, donc en freelance, aussi en agence. Et puis, t'as travaillé pour des maisons de disques par exemple? Alors, j'ai pas travaillé pour des maisons de disques, non. J'ai fait des pochettes de disques pour différents petits groupes ou labels indépendants. Ok. Par contre, j'ai pu travailler avec des festivals, des boîtes de production, des salles de concert, le Divan du Monde, enfin voilà, des projets où sur le plan créatif et direction artistique, on s'amuse bien. J'imagine, tout à fait. Donc voilà, donc ça, j'ai pu faire ça quand même pendant un certain temps.
Et puis, c'est en travaillant en fait dans les agences et dans les entreprises qu'on est de plus en plus coupé de ses propres clients, parce que quand je faisais ça, j'étais en freelance. Ouais. Quand on est en freelance, on a ses clients, on est en contact avec eux, donc on a la possibilité de faire une vraie démarche centrée sur leurs attentes et leurs besoins. Mhm. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand j'ai commencé à travailler en agence et encore plus dans les grands groupes, on perd ce contact avec les clients. Et c'est ce qui a commencé à me manquer de plus en plus. De me sentir un peu isolée dans ma création, sans avoir vraiment de feedback en direct. Et donc j'avais vraiment envie d'aller sur le terrain de plus en plus et de contribuer à les aider dans la conception même de leurs solutions et même de les aider à être plus créatifs, à être eux-mêmes créatifs pour qu'ils soient capables de concevoir leurs propres solutions. Ah, sympa, ça. C'est très ambitieux, j'avoue, mais c'est vrai que c'est ce qui me manquait en fait en étant en interne dans des grandes structures. D'accord. Donc heureusement, à ce moment-là, l'UX design et design thinking sont arrivés un peu au grand jour. D'accord. Et là, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, ah, trop bien. Je C'est vais ça que je veux. réorienter un petit peu Ma mon carrière. parcours, voilà, exactement, et aller plus vers l'UX UI design et le design thinking en parallèle, puisque c'était quand même, je dirais, à la même période qu'on a vu ces deux méthodologies apparaître. D'accord, ok. Bah, sympa. Effectivement, ça fait combien d'années que tu es dans le design? Oh là là. Oh, ça fait quoi? Ça doit faire. Je suis diplômée depuis 2005, donc ça fait D'accord. quoi maintenant? Ça fait 14 ans. D'accord. Eh Ah ben bah, oui, ça fait voilà, 14 ans, voilà, c'est dit. Bientôt 15, bientôt un anniversaire. Oui. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça représente en fait le design pour toi peut-être avant ou aujourd'hui? Qu'est-ce que tu mets comme Je pense derrière? que depuis toujours, c'est avant tout concevoir vraiment quelque chose qui a du sens. C'est pas juste quelque chose d'esthétique, parce que très souvent, aujourd'hui, quand on parle de design avec un peu n'importe qui, on a tendance à entendre le mot « faut que ce soit joli Ouais. ». Faut que ce soit esthétique, il faut que ce soit beau. Ça a son importance, hein. Je ne dis pas, voilà, en tant qu'ancienne directrice artistique, je ne vais pas dire le contraire, mais il faut quand même que c'est avant tout du sens, que ça ait une utilité pour le client et l'utilisateur. D'accord. Donc ça doit avoir un objectif. Pour moi, ça me paraît, c'est important qu'on conçoive des solutions qui aient un objectif, et pour qu'elles aient un objectif, il faut qu'elles soient centrées sur les attentes des clients, des utilisateurs. Et c'est vrai que ce que j'aime bien dire quand je résume le design, c'est que pour moi, le design, ça doit retranscrire concrètement ce qu'imagine cognitivement un utilisateur. Donc c'est d'autant plus valable en UX design, parce que quand on fait des parcours utilisateurs, on retranscrit ce que l'utilisateur veut faire, donc imagine concrètement. Mais en design thinking, c'est valable aussi, finalement. Quand on les fait réfléchir à des solutions, oui, c'est qu'est-ce qui se passe cognitivement, qu'est-ce qu'ils imaginent cognitivement dans leur tête. D'accord, donc tu parlais de design thinking, c'est le sujet en fait de cette interview avec Olivia. Et donc le sujet, comme il est écrit dans la description, c'est donc le processus d'idéation du design thinking et le lâcher prise. Ouais. Donc comment être dans l'acceptation du problème et qui peut rendre plus créatif et efficace. Et donc c'est un peu le sujet, on va dire. Je ne sais pas si Olivia écrit une thèse en ce moment, mais elle m'a confié que c'était un peu son sujet du moment. Donc, elle va le partager avec nous. Voilà, je te laisse commencer, Olivia. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai que ça fait très philosophique. C'est un peu décalé par rapport, j'imagine, aux autres podcasts où c'est vrai, on parle beaucoup peut-être de la démarche en elle-même, très orientée utilisateur. Moi, c'est vrai que j'ai envie de partager une vision avec un peu plus de hauteur, parce que c'est aussi un vécu, c'est un retour d'expérience. Comment on arrive à rendre ce processus de design thinking positif et constructif? Dans quelles conditions on arrive à en faire un succès? Et on arrive à en faire un succès quand on parvient à faire en sorte que les participants lâchent prise complètement sur le problème sur lequel ils vont travailler. Parce que souvent, la problématique, elle est vue comme quelque chose de dramatique, pour laquelle il faut urgemment, tout de suite, là, maintenant, une solution toute faite. Ouais. Or, si on part avec cette philosophie-là, on est sûr de se casser la figure, et là, le design thinking perd toute sa valeur. Donc, au travers, justement, ce podcast, justement, c'est un peu expliquer en quoi il est important d'amener ses participants à lâcher prise en préalable et d'accepter la problématique pour qu'on arrive à les mettre sur les rails de la créativité et à faire qu'eux-mêmes soient en capacité de concevoir des solutions qui leur ressemblent, qui leur conviennent.
D'accord. Donc tu vas nous expliquer maintenant un petit peu comment tu conçois un petit peu cette démarche et puis qu'est-ce que c'est que pour toi aujourd'hui le design thinking et comment tu embarques finalement tes Ouais, c'est ça, participants voilà, exactement. dans une démarche de Mm, design thinking. mm. Donc, peut-être pour commencer sur la partie, sur le développement un petit peu, est-ce que tu pourrais nous dire pour toi déjà qu'est-ce que c'est le design thinking aujourd'hui dans ta démarche? Est-ce que c'est une recette magique? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que ça fonctionne à tous les coups? Voilà. Mm. Alors, c'est évidemment pas une recette magique, parce que c'est aujourd'hui euh, ce qui est vendu malheureusement sur le marché, ce qu'attendent du coup les grandes entreprises. Bon, là, moi, du coup, j'ai un retour d'expérience de grands groupes, hein, parce que c'est principalement avec eux que je travaille. D'accord. Donc, en effet, le design thinking, c'est avant tout, c'est ni une recette magique, ni une méthodologie, contrairement à ce qu'on dit, à ce qu'on veut dire. C'est avant tout vraiment un état d'esprit. C'est une manière positive d'être dans l'action et de vouloir vraiment résoudre un problème ou répondre à un besoin. D'accord. C'est pas une méthode toute faite qui va révolutionner et faire que vous allez être innovant et trouver toutes les solutions. C'est c'est une méthode qui va s'adapter selon les personnes, selon les contextes et selon le sujet sur lequel on va travailler tout simplement. D'accord. Donc c'est avant tout un état d'esprit. On est dans un état d'esprit créatif, mais c'est un état d'esprit qui sous-entend quand même des étapes qu'il faut suivre. Il y a des étapes, il y a un processus créatif Mhm. qui est vraiment, je dirais, propre à chaque projet de ce type-là et qui va être fondé sur des valeurs assez fortes qui sont évidemment le partage, l'écoute, la confiance et bien sûr la coopération puisque les gens vont travailler ensemble dans les ateliers. Donc c'est important, pour moi c'est vraiment un état d'esprit avant tout. On est dans un D'accord. état d'esprit positif, créatif, dans l'action et on veut travailler ensemble pour concevoir la solution qui va répondre aux attentes de nos utilisateurs ou de nos clients. Donc c'est pour ça que moi ça m'agace un peu quand j'entends toujours ouais on vous vend la méthodologie design thinking ou la méthodologie design sprint, quoique le design sprint à la limite ça peut être la recette, la méthode qui va dans le sens de la philosophie puisque c'est une façon Ouais, tout d'appliquer à fait, cette ouais. philosophie pour arriver à faire ressortir des solutions. Mais le design thinking en soi c'est quand même bien plus qu'une simple méthode. Donc c'est important je pense enfin, moi c'est comme ça que je le vois et je trouve que c'est important de prendre en compte aussi quoi. D'accord. Voilà, donc nous, moi en général, quand je vais voir mes clients, ce que je leur dis, c'est attention, là, ok, on va faire du design thinking, mais on va avant tout appliquer un processus créatif qui va être le processus classique. On définit un problème, on va identifier la cible, on va du coup derrière ça identifier un challenge et donc idéater, enfin imaginer des solutions Ouais, par rapport d'accord. à ce challenge et puis le concevoir, le prototyper et rapidement tester cette solution pour voir si elle est viable ou pas. D'accord. Et alors, du coup, comment que tu fais pour embarquer tes participants et le fameux lâcher prise? Comment que il y a quelque chose qui se passe avant? Tu fais quoi? Il y a une séance de méditation? Il y a quoi? Je Ça sais pas. pourrait, peut-être, pourquoi pas. J'en sais rien, Mais tu pourquoi sais pas? que j'y ai pensé, Ah ouais. figure-toi. Alors moi en plus j'aime beaucoup la méditation, je D'accord. pratique. Ça va être un secret du coup pour personne. Non c'est vrai que je pratique la méditation et la sophrologie. D'accord. Pour le coup c'est peut-être plus la sophrologie qui serait plus utile dans des, pourquoi pas, dans des ateliers très en amont. J'y réfléchis, je me dis, faudrait voir. Bon après ça va dépendre du public qu'on a en Oui, face de bien sûr, soi, ouais, hein, tout à parce fait. que Ouais. dans les grands groupes, face à des grands directeurs, je me vois pas trop leur ramener ça. Mais bon, ça pourrait, non, mais ça pourrait être une piste parce que, D'accord. en effet, cette philosophie, en tout cas, pour être en capacité d'être créatif, faut être décontracté, ça c'est Ouais, sûr. ouais, Faut tout à avoir fait. lâché Ouais. prise du coup. Donc, du coup, bah oui, je pense qu'il y a quelques petites choses sur lesquelles, en effet, on peut aider les participants, mais ça va être un peu du rôle du facilitateur, pour le coup, D'accord. qui a un peu ce rôle de coach quelque part. Ouais, Donc, je pense qu'un absolument, ouais. facilitateur, c'est bien plus que ça, mais je vais y revenir après. Euh, qui va accompagner notamment donc, ces participants déjà à identifier précisément le problème sur lequel ils veulent travailler. Les vrais problèmes, il y a plusieurs types de problèmes différents sur lesquels il va falloir travailler. Déjà, c'est identifier le problème et pas la situation problématique, parce que c'est deux choses différentes et on ne va pas pouvoir travailler de façon très
efficace si on ne cible pas suffisamment clairement ce sur quoi on va se concentrer, donc le problème sur lequel on va travailler. Donc, identifier vraiment le problème. Si on en a plusieurs, on en gère un à la fois. Donc, si besoin, on fait peut-être plusieurs design sprints, par exemple, pour traiter un problème à la fois, plutôt qu'essayer de tout faire en un. Ça, c'est aussi le gros risque parfois dans lequel on peut se faire embarquer, et là, on a des mauvaises surprises. C'est clair. Gérer un problème à la fois, voilà. Donc. Et changer aussi, du coup, sa manière d'aborder le problème. Donc, c'est de plus être forcément dans le jugement par rapport à ce problème. Parce que quand on est à juger un problème en se disant, par exemple, c'est grave, c'est dramatique, ou on va jamais y arriver, là, on campe dans ses certitudes. Et là, on est sûr à 90% de s'emprisonner dans ses propres croyances, dans ses propres limitations, et là, on n'y va plus. Donc, ça, c'est aussi une façon parvenir à amener les participants à voir les choses, à voir le problème, donc de façon plus positive, donc comme une opportunité de changement, et pas comme un frein, comme quelque chose qui est grave et qui est impossible à résoudre. D'accord. Ça, c'est le rôle un peu du facilitateur. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Mais en ayant un angle de vue justement extérieur, on est en capacité à faire relativiser aussi parfois le client en disant non mais attendez, ça va aller. On va faire de telle façon. Les ateliers qu'on va faire, ça va être progressif. On va construire une première solution qu'on va tester rapidement pour voir si ce vers quoi on veut aller, ça fonctionne ou pas. Donc, c'est une façon de les aider à vraiment... Déjà, dans un premier temps, lâcher un petit peu prise sur la tension que va créer ce problème. Et puis, c'est vrai que je pense que moi, j'ai fait quelques design sprints au début de l'année, et c'est vrai que les participants qui viennent de la même société ont souvent le nez dans le guidon, comme on dit dans le guidon, et du coup, ils ont un peu de mal à sortir la tête de l'eau pour se dire... Ouf, je peux trouver une autre solution, mais quelle est cette autre solution ? Je la connais pas. Et c'est vrai que l'intérêt de venir de l'extérieur, du coup, on a un regard neuf, on a un regard nouveau et sur la problématique. Et c'est là qu'est notre force, quoi, en fait, d'apporter une solution. Après, effectivement, il y a toute une méthodologie à avoir derrière. Exactement. Et même, tu vois, je rebondis par rapport à ce que tu disais, les gens d'une même entreprise qui ont la tête dans le guidon ne communiquent pas beaucoup ensemble. Oui, donc, aussi. Une des manières de leur faire accepter le problème et donc de lâcher un peu la tension sur ce problème-là, quand je dis accepter le problème, c'est de lâcher les tensions, c'est justement de relativiser un peu, c'est justement solliciter les différents points de vue, les faire parler ensemble, leur dire, qu'est-ce que tu penses de ce problème-là ? Et le fait que chacun partage des angles de vue différents par rapport à la problématique peut aider aussi à redescendre un peu en pression et à se dire ok, oui, tiens, tu le vois toi comme ça, ah oui, c'est vrai, peut-être qu'au final, peut-être que moi je dramatise un peu trop, peut-être que donc c'est une première étape qui met déjà dans de bonnes dispositions pour se mettre en mode créatif et puis en mode affolement total, vite, solution, urgence. D'accord. Et donc est-ce que tu inities par exemple au départ avant de commencer des séances de design thinking ou de créativité, est-ce que tu inities des ateliers spécifiques qui peuvent aider à lâcher un petit peu la pression ou au moins que les participants puissent se mettre dans des bonnes conditions ? Oui, alors souvent, tu as, quand les gens sont en panique, c'est parce que souvent, ils ont identifié davantage ce que j'appelle une situation problématique qu'un problème précis. Donc du coup, moi, ce que je fais, c'est ce que j'appelle un pré-atelier, un peu. D'accord. C'est-à-dire que je vais faire une session de 3 heures où on va justement refocaliser sur ce qui ne fonctionne pas en général et prioriser justement donc les sujets sur lesquels ils veulent vraiment, sur les problématiques sur lesquelles ils veulent travailler et commencer à faire émerger peut-être quelques petites choses, quelques petites idées, quelques petites solutions qui vont être derrière aussi votées et qui vont permettre justement de construire les futurs ateliers de travail à venir. Donc ça permet là aussi de les rassurer parce qu'ils disent ah ok, on a identifié maintenant plus précisément le scope, là où on veut vraiment se concentrer, et en plus à côté de ça on a déjà des briques de pistes, de solutions qu'on va du coup creuser ensemble. Donc ça permet de les faire venir dans les prochaines sessions beaucoup plus détendues et plus positifs aussi. D'accord, ok, d'accord. Ça aide. Effectivement, oui, ça peut aider. Voilà. Et donc là, Donc là, c'est plus la phase d'accepter le problème. D'accord. C'est un peu global. D'accord. Accepter le problème, c'est lâcher la tension sur le problème. Après, en quoi derrière, on va parler vraiment de lâcher prise, en quoi ça va être créatif, parce que dès qu'on lâche prise, on n'est plus dans le jugement, donc comme je disais tout à l'heure, donc on laisse place aussi à la curiosité, on est plus dans un état d'esprit d'exploration,
et donc aussi parfois d'émerveillement, notamment dans les phases d'idéation, quand Ouais, tout le tout à monde fait, se ouais. lâche, là, il va. Il y en a des fois qui hallucinent, qui disent « Ah, mais moi, j'aurais jamais pensé que j'allais sortir un truc pareil, quoi !» Donc ça, c'est Absolument, chouette, ouais. parce qu'on voit qu'ils sont en mode « Waouh, c'est génial, on arrive à faire ça !» parce qu'ils ont lâché, justement, ils ont lâché la pression sur le jugement, et ils se sont mis en mode plus curieux. Et il y a même l'autre effet aussi, c'est de voir par exemple les supérieurs ou les gens qui sont autour, de voir qu'il y a une personne qui est beaucoup plus créative qu'eux Ouais, exactement. et se dire waouh, c'est fou ce Oui, qu'elle sort comme oui. bonne idée, quoi. Oui, tout à fait. Alors qu'au final, toute l'année, on ne l'entend pas. Ouais. Bah, la créativité, c'est viral. C'est quelque Ouais. chose qui est communicatif, c'est ça qui est assez magique. Et c'est vrai que souvent, une personne, souvent on identifie un moteur dans les groupes, il y en a toujours un. Et ce moteur-là, il est très important parce que c'est lui qui va souvent insuffler cette dynamique créative et qui va contribuer à faire que le groupe va lâcher justement prise et va rentrer dans cette spirale créative. Voilà. Donc ça, c'est vrai, c'est vraiment viral et c'est pour ça que ça se propage de façon illimitée, même parfois dans les groupes. Donc oui, il faut aussi, je dirais, voir le temps aussi comme un allié, parce que ça, c'est un sujet aussi qui revient souvent. Dans les entreprises, il faut aller vite, il faut trouver vite des solutions, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on a les réunions, les machins. Donc faire un atelier d'une demi-journée, c'est déjà un miracle. Donc on n'a pas beaucoup de temps. Et pourtant, le temps, c'est un allié. Donc parfois, c'est aussi une des choses qu'on est obligé de leur faire comprendre, leur dire, bah oui, il y a des moments où on est propice à la créativité et c'est le bon moment, on a plein d'idées, on y va. Et puis il y a des moments où ça marche pas, ça sort pas. On n'est pas des machines, on est des humains, donc c'est accepter aussi ses limites, se dire, bah oui, c'était pas le bon moment, donc il faut peut-être plus de temps. Un projet, ça demande du temps à être maturé. Donc ça, c'est aussi un point qu'on leur explique beaucoup. Que le temps, si on fait plusieurs petites sessions d'atelier, c'est pas pour rien. Parfois, ça a aussi des raisons. D'accord. Et puis aussi, je dirais, il faut aussi, oui, arrêter d'être dans le contrôle en permanence, quoi. C'est-à-dire vouloir que ce qu'on va imaginer soit absolument comme on voulait que ce soit. C'est-à-dire, il faut accepter le concept du fail fast. C'est-à-dire que quand on est en design thinking et encore plus en design sprint, il faut accepter que ce qu'on va concevoir ne va peut-être pas marcher et qu'il faudra peut-être tout recommencer. C'est comme ça. C'est pas de l'échec, c'est de l'expérience. Ouais, tout à fait, absolument. Ça n'a pas marché, non, on en tire des conclusions et on recommence. Donc, c'est toutes ces notions-là qui sont assez nouvelles, qui ne sont pas courantes aujourd'hui dans les entreprises parce qu'on est dans une philosophie de performance qu'on nous a inculquée depuis l'école, voilà, c'est comme ça. Mais que nous, en tant que facilitateurs, en amenant cette méthode, enfin, je dis méthodologie, mais cet état d'esprit design thinking, même moi je me fais avoir, du coup on est là aussi pour leur inculquer une autre façon de voir le travail et une autre façon de travailler ensemble. D'accord. Et donc là tu parlais du rôle du facilitateur qui est... Ouais. C'est un animateur d'atelier qui va aussi rythmer les sessions, qui va savoir dire là il faut que telle personne, j'imagine qu'il y a aussi des décideurs. Moi c'est ce que j'ai expérimenté dans les design sprints. Quel est son rôle en fait au sens global du terme, quel est son rôle en fait du facilitateur? Alors facilitateur pour moi il a 3 rôles clés. Moi j'aime bien l'illustrer avec 3 rôles qui n'ont rien à voir avec le facilitateur. Moi, j'aime bien dire que c'est un commandant de bord, un architecte et un guide. D'accord. Pourquoi c'est un commandant de bord? Parce qu'il accompagne, en fait les ateliers, c'est un peu comme un voyage, quoi. On est transporté pendant, alors si on fait un vrai design sprint de 5 jours, oui, on est transporté pendant 5 jours ou 4 jours, tout dépend. Dans une autre dimension, on est en huis clos dans une war room et on est à fond sur notre projet, il n'y a plus que ça qui existe. Donc, c'est un commandant de bord dans le sens où il va, dans un premier temps, en amont même de ces 5 jours d'atelier, devoir vraiment préparer tout son parcours de vol, embarquer doucement le premier jour ses participants dans la philosophie, justement, dans cette philosophie que je viens de décrire. Gérer un petit peu les turbulences en cours de route, voilà, mais il est là pour vraiment les accompagner dans l'entrée dans ce voyage. D'accord. C'est un architecte parce que, évidemment, en amont, il doit bien préparer minutieusement ses ateliers. Alors, attention, il faut que ce soit aussi flexible. On n'est pas dans des ateliers rigides, on a toujours des plans B parce qu'on est face à des humains, donc, et puis il y a des contextes, des situations imprévues qui peuvent arriver. Donc on structure bien au millimètre près nos ateliers, mais on est flexible. Voilà, on prévoit des choses en parallèle. Et puis c'est aussi un guide parce que une fois qu'ils sont
en plein dans ces ateliers, il faut gérer les émotions aussi un peu de ces participants, surtout dans les phases de divergence dans notamment l'idéation, où là, ils sont tous ils sont tous souvent un peu en panique, ils voient pas trop où on les emmène, ils savent pas trop eux-mêmes où ils vont, et ils ont l'impression qu'ils perdent leur temps. Donc on est là pour les soutenir, leur donner cette confiance en permanence de non, vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie. Moi, je suis là. S'il y a un truc qui va pas, je suis là pour vous mettre le bon atelier qu'il faut pour que voilà, on se retourne dans les rails. D'accord. Donc il a vraiment ce rôle, pour moi, il a ces 3 rôles assez forts, que ce soit avant les ateliers comme pendant et jusqu'au bout de la session des ateliers. D'accord. Et donc, toi, en tant que facilitatrice, tu as un rôle aussi d'UX designer? Alors ça va dépendre des projets. D'accord. Si on est sur des sujets qui sont très orientés, applicatifs, technologiques, on va dire, D'accord. c'est vrai que là, on va avoir une casquette de facilitateur UX designer, puisque évidemment, on va les faire travailler sur des sujets très orientés et expérience utilisateur. Si on fait du design de service, on va être sur de l'expérience client. Voilà. D'accord. Si on est sur des sujets d'organisation interne, par exemple, parce que ça arrive, on peut être dans des sujets de transformation RH assez importantes, là, on va être, pour le coup, dans une posture beaucoup plus de coach. D'accord. Okay. Donc, c'est ça qui est assez passionnant dans ce job de facilitateur et dans cette philosophie qui est finalement applicable à tout, mais vraiment à tout. Pour le coup, j'ai du mal à dire dans quoi, si, peut-être dans des sujets, plus on rentre dans de la technique vraiment pure, voilà, plus ça va être compliqué. Mais sinon, c'est un sujet qui s'applique à tout et on a vraiment une diversité, je dirais, du rôle de facilitateur qui est assez intéressante. D'accord. Et donc, toi, aujourd'hui, tu as conduit, je ne sais pas combien de phases d'idéation, pas d'idéation, de design thinking aujourd'hui, tu en as... Facilement une trentaine, si je compte tous les sujets que j'ai fait autour de ça. Et c'est les sujets qui reviennent le plus souvent, par exemple, c'est quoi alors? Alors, les sujets qui reviennent le plus souvent, j'ai eu beaucoup de sujets applicatifs, quand même très orientés UX, mais de plus en plus, il y a des sujets autour de l'expérience client. Vraiment, ouais, l'expérience client et l'UX combiné à l'expérience client, ça c'est un vrai sujet aujourd'hui. Après, des sujets de tout ce qui va toucher de l'organisation, je suis moins dedans parce qu'on a beaucoup les coachs agiles qui vont intervenir là-dessus. D'accord. Plus, mais pour autant, on fait beaucoup nous de binômes. Scrum Master, UX Designer, Scrum Master, Facilitateur, enfin voilà, on combine beaucoup les binômes parce que c'est une complémentarité qui est très très forte et qui est super intéressante. Mais moi après dans mon cas, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de sujets, orientés avant tout UX Design et expérience client, design de service. D'accord. Essentiellement. Okay. D'accord. Voilà. Oui, non, c'est vrai que des transformations globales, c'est pas encore dans la culture. Pourquoi ? Parce que c'est encore beaucoup entre les mains de boîtes de consultants pures et dures, voilà, des pures boîtes de consultants qui, eux, ont des méthodologies qui disent s'inspirer du design thinking, mais qui en fait sont quand même les leurs, elles sont assez différentes. Et généralement, ces grosses structures font quand même encore beaucoup confiance à ces boîtes-là. Ouais. Donc forcément, la démarche, comme moi, là, j'en parle aujourd'hui, elle n'est pas encore complètement intégrée. Ça prend un peu plus de temps. Mais ça suscite beaucoup d'intérêt. Parce que y a une volonté aujourd'hui, je pense, de la plupart des gens à avoir envie de découvrir d'autres façons de travailler où ils sont acteurs, en fait. D'accord. Et tu n'as pas du tout cette rétention de la part des grands groupes, parce que tu t'expliquais que tu travaillais beaucoup avec des grands groupes. Tu n'as pas du tout cette rétention? Ils sont plutôt ouverts? Ouais, ça dépend. Ça va dépendre. C'est moitié-moitié. Ça va dépendre. Dans les grands groupes, c'est très morcelé. Ça va dépendre un département peut être très ouvert, puis un autre complètement fermé. C'est très aléatoire, en fait. Il y a un intérêt. Après, tout dépend du management. Si derrière, il y a une vraie volonté de résultat à court terme. D'accord. Où là, effectivement, il y a moins d'espoir sur notre façon de faire. Enfin, il y a moins d'intérêt, je dirais. Par contre, si on est sur un management qui a envie en même temps d'insuffler une vraie transformation dans les façons de travailler et les méthodologies globales, là, ouais, on a la possibilité d'avoir notre place. D'accord, ok, d'accord. Et donc, ça veut dire que toi, personnellement, ça veut dire que tu te déplaces beaucoup sur
dans ces grands groupes ou comment tu Oui, oui, oui. Ah bah, nous, on se déplace essentiellement. Alors, c'est vrai qu'on est sur des missions plus ponctuelles, contrairement à d'autres sociétés de consultants où on peut avoir un UX designer qui va être chez le client pendant X mois, voire X années. D'accord. Nous, en design thinking, on intervient plus ponctuellement. On peut intervenir sur des très gros sujets qui peuvent durer parfois, alors si on est sur des ateliers qui sont d'affilée, hein, ça peut durer jusqu'à 15 jours d'affilée. D'accord. Alors là, c'est des très gros sujets hein, déjà. Mais sinon, on intervient plus ponctuellement. En général. D'accord, ok, d'accord. Et est-ce que du coup, tu donnes des formations, par exemple, sur le design thinking chez le client ou, Ouais. ou est-ce que tu apportes des solutions ou, Alors, on fait des formations. On a deux formats, nous, chez Talent Lab, surtout. On fait des formations. On a un catalogue de formations où on va proposer à nos clients avec qui on travaille régulièrement, mais aussi à tout autre client qui le souhaite, D'accord, des formations pour leur apprendre bah, la philosophie et pratiquer la pratique du design thinking. d'accord. On va leur apprendre aussi, on va leur apporter des formations autour de la facilitation, parce que c'est aussi une autre façon d'animer des réunions de travail, même si le Absolument, mot ouais. réunion de travail est un peu triste, Et pourtant c'est une réalité. Donc on va, voilà, on apporte aussi ce savoir-faire-là. Et puis on va aussi en UX UI design évidemment apporter des formations plus orientées sur l'expérience utilisateur, ce type voilà, des choses un peu plus ciblées autour de la conception même de solutions applicatives. D'accord. Et donc toi, tu interviens en tant que formatrice. Moi, j'interviens en tant que formatrice D'accord. sur tous les domaines, hein, aussi bien Ouais. l'UX, bon là je parle pas trop d'UX aujourd'hui, hein, mais Ouais. je le fais aussi, que sur le design thinking et le design sprint évidemment. Je vais pas parler de ça, mais on a aussi évidemment une formation en design sprint comme beaucoup de monde. Voilà. D'accord. Mais la nôtre est mieux. Et d'ailleurs, j'ai oublié de te demander, parce que tout à l'heure tu parlais du facilitateur, et quelle formation, est-ce qu'il existe une formation et donc on a compris que chez Talent, il y en avait une. Et quelle formation tu as reçue? Est-ce que tu es passé par une école? Ça dure combien de temps? Moi, j'apprends tout sur le terrain. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de certifications. C'est bien, hein, c'est très bien qu'il y ait des certifications. Pour autant, moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'auto-formation en permanence. J'aime bien ça. Je trouve qu'aujourd'hui, on a énormément de choses qui permettent de s'auto-former. Quand on est facilitateur, au-delà de l'apprentissage, des process créatifs et des outils, le meilleur apprentissage qu'on ait, c'est d'aller sur le terrain, de toute façon. C'est clair. De- L'expérience. Voilà, c'est l'expérience, il n'y a, y a que ça de vrai. Donc c'est comme ça qu'on est plus à l'aise, qu'on comprend ses marques. Et puis surtout, je pense que c'est un état d'esprit à avoir avant tout. L'état d'esprit à avoir, c'est d'avoir envie d'aller vers les gens, de s'intéresser à eux, de comprendre leur contexte, d'être curieux, quoi. Et ça s'apprend pas. Voilà, Ouais. ça fait partie du process, évidemment, créatif, mais si on n'a pas ça en soi, si on n'est pas curieux, si on n'a pas envie de faire pour les autres, et c'est difficile de faciliter derrière. D'accord. Donc il faut quelque part, il faut avoir de l'empathie en fait pour. Ah bah complètement, Ouais. plus que jamais, plus que jamais. Moi je dis qu'un facilitateur c'est un coach design. Alors je sais que le mot coach pour certains ça peut faire grincer des dents, mais on est là vraiment pour vraiment aider pour aider les participants à trouver cette confiance en eux, pour être non, à trouver eux-mêmes leurs solutions, à les concevoir. On n'est pas dans le faire quand on est coach design, on est dans l'être. On a une posture pour accompagner les autres à être capables de concevoir leurs propres solutions. D'accord, ok, c'est très bien. Et donc pour conclure un peu le sujet, qu'est-ce que tu dirais sur la philosophie du design thinking aujourd'hui? Qu'est-ce que je dirais sur la philosophie aujourd'hui comme elle est? Ouais, ouais. Ou comment que toi ou comment que tu la pratiques ou Bah moi je pense que là tout ce que je viens d'expliquer ça résume un peu ma façon de le voir. Enfin vraiment moi je parle de philosophie et pas de méthodologie, hein. Voilà, la méthodologie pour moi c'est parce que je l'identifie comme quelque chose on ouvre un bouquin et on suit voilà pas à pas D'accord. ce qu'il faut faire. C'est tout sauf ça. C'est vraiment c'est avant tout je pense que quand on fait du design thinking, il faut bien comprendre évidemment les gens avec qui on va travailler, le contexte, etc. Et
c'est important de suivre aussi son intuition. Voilà. D'accord. Par rapport à ce qu'on a capté sur le terrain et par rapport à la problématique sur laquelle on va devoir accompagner les gens, c'est derrière, plutôt que de suivre le bouquin qui va vous donner tous les outils, non, c'est suivre son intuition et juste s'inspirer des outils et piocher dedans, voilà, comme une boîte à outils en fait, D'accord, ok. dans ces bouquins, plutôt que vraiment suivre quelque chose de très précis, comme on nous le vend beaucoup aujourd'hui, quoi. Et c'est un peu ce que je regrette quand j'entends parler de design thinking, c'est que je trouve que trop souvent on met trop en avant oui, une méthodologie, faites comme si, vous allez voir, ça va marcher tout seul, alors que c'est hyper casse-gueule. D'accord, ok. Et donc, est-ce que tu penses que donc le design thinking, tu l'emploies souvent? Est-ce que c'est une méthodologie que beaucoup de sociétés devraient employer aujourd'hui? Ah oui, parce que ça change radicalement la motivation des gens au travail, ne serait-ce que pour apporter de la joie au travail, rien que ça. D'accord. C'est juste... c'est assez impressionnant l'effet que ça a quand ça fonctionne bien, évidemment, parce que des fois on peut avoir des échecs, ça arrive, des gens qui ne sont pas du tout prêts aussi, parce que le contexte ne le permet pas. Il y a des contextes nocifs en interne qui font que les gens ne sont pas bien et du coup ne sont pas suffisamment prêts et ouverts à travailler dans ces conditions-là. Mais D'accord. quand il y a les bonnes conditions et quand on peut mettre en place un vrai processus design thinking, c'est vrai que du coup on arrive... ça a un effet très positif dans les façons de travailler, ça rend les gens plus collaboratifs, ça les motive, parce qu'ils se sentent acteurs en fait de ce qu'ils font. C'est ça. Aujourd'hui, il y a un vrai besoin de sentir qu'on contribue et qu'on se sent utile et que du coup ce qu'on fait a du sens. Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu retires de cette expérience aujourd'hui? Moi, en fait, j'applique de plus en plus cette philosophie dans mon quotidien, au boulot, mais dans ma vie perso. Je trouve, mais c'est alors dans l'équipe évidemment, nous on s'applique cette philosophie-là. Ça permet d'être justement ce que je dis, ça permet d'être moins, de moins subir ce sentiment d'urgence qu'on a tout le temps, de devoir vite proposer une solution. Non, on a des outils, on a ce qu'il faut, on a toutes les informations qu'il faut pour prendre le temps, pour construire quelque chose ensemble, pour le tester, et si ça marche pas, c'est pas grave. C'est toujours ça en fait. Ce qui est positif dans cette philosophie, c'est aussi de se dire, on fait quelque chose, si ça marche pas, c'est pas grave. On recommence, et on a de quoi expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Et quelles erreurs, par exemple, as-tu faites en appliquant le design thinking ou la méthode en fait? Alors moi j'ai fait comme tout le monde au début, j'ai pris les livres ou les méthodes et j'ai appliqué en utilisant les outils tels quels sans prendre le temps d'aller justement analyser le contexte, comprendre, interviewer les gens pour comprendre avec qui j'allais travailler, etc. Ce qui est la plus grosse erreur qu'on fait tous au départ quand on commence, parce qu'on se dit ah bah chouette, ça a l'air facile et puis on y va, puis en fait non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Donc en oubliant, je dirais, vraiment me connecter humainement avec les gens, j'ai raté mon approche et j'ai raté du coup mes ateliers. Et du coup, ça fait qu'on a tout un projet qui est un peu bancal et des gens qui sont pas satisfaits, qui sont frustrés. Et du coup, ça met en porte-à-faux aussi la philosophie derrière. D'accord, ok. Et du coup, tu t'en es rendu compte à quel moment que par exemple, tu avais fait ce type d'erreur? C'est bien après ou c'est tout de suite après les ateliers? Comment toi, personnellement, tu as réagi? C'est très rapidement, en fait, c'est dès les premiers ateliers qu'on se rend compte de ça. Parce que on arrive avec, avec son petit projet d'atelier sous le bras en disant bah, c'est bon, un tel l'a déjà testé, ils me le vendent, c'est sûr ça va marcher. On commence le premier module, on sent que ça prend pas bien, bon on se dit oh, allez c'est normal, ils sont pas encore trop dedans, on commence le deuxième, le troisième, puis on voit qu'en fait les gens commencent à être agacés en disant mais je comprends rien, pourquoi on fait ça, mais non mais ça a pas de sens, alors là c'est terrible. Là du coup on se rend compte qu'on est en train de partir dans le mauvais sens et que du coup on embarque dans le mauvais sens les participants. Et là ça grince. Là, ça grince. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Oui, tout à fait. Mais je pense que de toute façon, il n'y a pas d'erreur, entre guillemets. Je pense que... Et puis on apprend tous de ces erreurs. Et donc le pendant de cette question, c'est quelle réussite es-tu fier?
Bah justement, au contraire, d'avoir réussi à débloquer des situations qui parfois étaient désespérées dans des grands groupes, D'accord. en les amenant vers cette philosophie de dédramatiser la situation, d'accepter le problème et donc du coup d'arriver à lâcher prise. Parce que ce qui fait aussi que ça ne marche pas, c'est pas juste parce qu'on a mal préparé ou parce qu'on arrive avec une méthodologie toute faite, c'est aussi parce que y a des contextes, comme je disais, qui sont tendus, qui sont compliqués en interne, qui sont avec de la pression. Et on a des gens qui se mettent du coup une pression énorme sur un projet sur lequel ils doivent travailler en collectif et qui a un impact très très fort derrière sur la génération d'idées et sur la créativité en atelier. C'est important d'aller en amont, prendre la température du contexte, interviewer les gens pour comprendre ce qui se passe et tout de suite identifier s'il est nécessaire de faire un petit peu un processus de lâcher prise, je dirais, avant d'embarquer tout le monde dans le design thinking. Parce que on s'expose aussi, en effet, à avoir des ateliers qui peuvent être un véritable échec derrière. D'accord, ok. Mais voilà. D'accord. Et quand tu parles de grands groupes ou sans citer forcément de nom, c'était quel type de situation, par exemple? Des contextes, des situations politiques difficiles. Là, il ne faut pas y aller. Il y a des contextes où justement il faut lâcher prise nous-mêmes. Ouais. Dire oh non, là on n'y va pas tout court. Ah oui, c'est clair. Parce ça, que c'est sûr. Ouais. Ouais. Les contextes politiques où on sent qu'on est envoyé un peu comme un fusible, là, c'est sûr, faut oublier direct. Ouais. Par contre, les contextes où c'est plus un contexte interne d'équipe, où là on touche un peu du coaching agile, hein. C'est là où c'est du coup intéressant qu'on fasse des binômes avec des coachs agiles dans ces cas-là. D'accord. Là, pour le coup, on a possibilité d'apporter quelque chose, un vent un peu frais, je dirais, et de débloquer certains nœuds, quoi. Voilà. D'accord. Mais oui, en effet, il y a des contextes où, au contraire, moi ça m'est déjà arrivé, où je disais non, écoutez, là, c'est pas le moment. Nous, on ne peut pas intervenir dans ce contexte-là parce que politiquement, enfin, on ne dit pas politiquement, mais on dit parce qu'aujourd'hui, le contexte ne le permet pas pour telle ou telle raison. Voilà, parce qu'on sent qu'on a un top management qui est trop dans la décision radicale, exactement, et qui ne va pas laisser les participants être force de proposition. Parce que une des clés aussi, c'est que le sponsor fasse confiance au groupe. Bien sûr, ouais, tout à fait. Donc, dans les contextes où on sent que le sponsor, il est plus dans la manipulation qu'autre chose, là, du coup, là, on sent que non, là, c'est pas le bon moment, il faut pas y aller. Par contre, si c'est interne à l'équipe, au groupe, que c'est des histoires un peu d'ego, etc., ça, on peut le gérer. D'accord. Okay. Ça peut se faire. C'est presque de la psychologie. Ah, mais complètement. Ouais. Complètement. Et donc, pour terminer l'interview avec Olivia, comme je le fais un peu d'habitude, d'ailleurs, c'est les questions de fil rouge un peu dans Design Plus, je voudrais te poser donc les trois dernières questions. Dans quelle société ou type de société t'aimerais travailler et pourquoi? Alors, aujourd'hui, moi, je suis bien là où je suis, mais par contre, c'est plus des sujets. Bon, c'est vrai que là, je parlais beaucoup de grands groupes. Moi, j'aimerais bien. Il y a des sujets qui m'intéressent beaucoup, c'est la santé et la transition énergétique. D'accord. Voilà, c'est des sujets où justement il y a plein de choses à faire. On est en plein dedans aujourd'hui. C'est très actuel, mais où je pense que justement il y a une force du collectif qui serait passionnante. Donc j'aimerais beaucoup, moi, pouvoir contribuer à des sujets comme ça. Bon, aujourd'hui, moi, j'ai une grosse expérience banque-assurance. Pour autant, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire, notamment sur tous ces sujets internes où il y a du change management, comme ils disent un peu. Alors là, ça touche un peu le consulting, mais il y a des vrais sujets, je pense, à travailler autour des organisations internes et aussi des questions que peuvent se poser ces grosses structures. Qu'est-ce qu'elles vont devenir, comment elles vont évoluer, parce qu'il y a un vrai sujet qui est aussi à traiter et qu'elles sont en train, sur lequel elles travaillent, mais pour lequel il y a encore beaucoup de choses à faire. L'autre question, c'est qu'est-ce qui te différencie d'un autre designer ou designeuse, je ne sais pas si ça se dit. Qu'est-ce qui te différencie, toi, d'un autre designer, ouais. Je pense que justement on parlait psychologie, s'il y a un truc que moi j'adore et que c'est pas pour rien si je vais peut-être un peu sur ce sujet-là, ok, il y a la méditation, il y a tout ça, mais ça suffit pas quand même, hein. C'est vrai que la psychologie, la sociologie, ça fait partie des choses qui, selon moi, quand on est facilitateur et quand on veut être en capacité de se fondre dans n'importe quel contexte,
c'est important d'avoir une certaine connaissance sur ces choses-là. D'accord. Surtout quand on est dans des boîtes où on est amené à travailler pour n'importe quel type de client, encore plus. Quand on est en interne dans une structure, peut-être moins. D'accord. Alors, je dis pas pour la psychologie, pour la psychologie, ça apporte énormément de choses. La sociologie, par contre, oui, je trouve que c'est très intéressant. Ça permet de se poser aussi les bonnes questions. Et ça permet aussi, je dirais, de donner du sens à certains projets. Parce qu'on ne choisit pas toujours les projets pour lesquels on est sollicité et bien sûr, dans ouais. lesquels parfois on est même catapulté, tout simplement. Donc des fois il y a des projets qu'on trouve complètement dénués de sens, on se dit mais non mais qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que je vais faire là-dedans, et le fait de ne pas juger justement, d'être nous aussi dans cette posture de oui lâcher prise et de ne pas juger et du coup d'avoir quelques billes pour comprendre pourquoi c'est comme ça. D'accord. Ça permet, je dirais, de justement de se dire ah oui là ça vaut le coup d'y aller, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc de donner du sens aussi à cette mission. Parce que dans toute mission, il y a toujours une raison de faire quelque chose. D'accord. Et tu disais là, par exemple, qu'il y a certains sujets auxquels tu ne croyais pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber dans une mission où le sujet ou le produit sur lequel tu allais travailler, tu n'y croyais absolument pas et puis qu'à la fin, tu as complètement changé d'avis? Oui, bien sûr. Ah oui, il y a des produits, surtout dans les sujets un peu orientés applicatifs, où tout le monde veut son application pour plein de choses. Souvent des choses qui ont été déjà faites et refaites, même par la même entreprise parfois. On se dit non mais ça fait 10 fois qu'ils font la même chose. Mais en fait, non, oui, même là, parfois on a des très bonnes surprises. Pourquoi ? Parce qu'on a un groupe différent, avec une histoire différente, avec un angle de vue différent, et avec une motivation différente, et donc une créativité différente. Et là, on a parfois des choses qui sont, oui, innovantes, c'est le cas de le dire. D'accord. Donc complètement différentes de ce qui a été fait avant. Oui, donc on peut avoir des bonnes surprises. D'accord, Ça ok. peut arriver. Il faut toujours avoir de l'espoir. Et donc la troisième question, c'est comment tu vois ton métier dans 10 ans ou comment que toi tu te vois dans 10 ans? Ça, c'est la grande question. Parce que déjà, il y a 10 ans, je ne pensais pas du tout faire ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Clairement, on m'aurait dit tu vas faire des ateliers pour accompagner des participants à être eux-mêmes créatifs et à créer eux-mêmes leurs solutions. Je fais non, mais non, moi je suis directrice artistique. C'est moi qui fais, c'est pas eux. Donc dans 10 ans, je ne saurais pas dire précisément. Je pense que ça va encore beaucoup bouger. On est dans des métiers de toute façon qui bougent tous les 1 an, 2 ans, il y a toujours un nouveau truc qui sort. Pour autant, la philosophie en elle-même, design thinking, elle va encore évoluer. Et je pense que même la philosophie design au global, c'est quelque chose qui vit avec son temps, elle est en symbiose avec son temps, et notamment avec les contextes humains pour lesquels elle est vraiment appliquée. Donc ça va évoluer. Dans quel sens, je ne saurais pas dire, mais je pense qu'il y a encore de beaux jours devant soi. Il y a encore beaucoup de choses. D'accord. Comme type d'emploi, tu t'imagines quoi comme type d'emploi, je sais pas? Oh là là, c'est très difficile. C'est vrai que c'est une question. Alors, c'est une question que c'est très difficile. En 10 ans déjà, maintenant, ça paraît tellement loin. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que aujourd'hui, j'aime être dans cette démarche de vraiment accompagner et vraiment aider, servir les participants pour que eux-mêmes soient en capacité de créer. Ce que j'espère, c'est que en fait, cette philosophie, elle devienne un peu une norme. Alors une norme dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ces nouvelles façons de travailler deviennent officielles, quoi. Et que nous, on puisse faire notre job sans être obligé au préalable de lutter pour convaincre. Oui, mais regardez, ça va vous apporter ci, ça va apporter... Enfin, d'être toujours en train d'argumenter pour montrer en quoi c'est un plus. Mais après, je ne saurais vraiment pas te dire aujourd'hui qu'est-ce que je ferais dans 10 ans. J'en sais rien. C'est pas grave, c'était au moins la question. Mais voilà, j'ai une vision très large. Ouais, c'est vrai que les métiers du digital évoluent. Ce matin, je le disais encore, ça évolue tellement vite. En 2 ans, les produits changent, les logiciels changent, la vision du métier change. C'est hallucinant, ça va trop vite des fois. Et donc, pour conclure cette interview, je voudrais te demander quel conseil tu pourrais donner à nos auditeurs et voilà, un conseil pour conclure un petit peu cette interview autour du design thinking. C'est de pratiquer. Quand on veut être facilitateur, c'est de pratiquer, comme je disais tout à l'heure, énormément.
c'est comme ça qu'on devient à l'aise, qu'on est plus sûr de soi, parce que si un facilitateur il n'est pas sûr de lui, alors sûr de lui dans le bon sens du terme, hein, je parle de avoir confiance en soi, pas vouloir dominer tout le monde, parce que là ça c'est la mauvaise posture. Si on n'a pas cette confiance, c'est vrai que l'auditoire le sent, enfin les participants le sentent, et du coup c'est là où ils peuvent nous déstabiliser aussi. D'accord. Parce qu'on a toujours des éléments perturbateurs dans un groupe. Et c'est vrai que voilà, avoir confiance en son déroulé, donc, d'où l'importance de bien préparer son déroulé, d'avoir des plans B, c'est ce qui va contribuer à nourrir cette confiance en soi et faire que si on a des éléments perturbateurs ou des événements perturbateurs, on va être en capacité à pouvoir rebondir et assurer jusqu'au bout. Donc ça c'est important, la pratique et le retour d'expérience c'est indispensable, on fait ça tout le temps, on est tout le temps en train de se remettre en question, même pendant une session, une semaine d'affilée d'atelier, on le fait en permanence, c'est pour ça que c'est fatigant, mais c'est ce qui fait aussi qu'on progresse et qu'on avance. Et évidemment, c'est ce que je disais aussi, c'est le positionnement, hein, on est un coach design, quoi. On n'est pas... un facilitateur, s'il se dit non, mais c'est moi qui vais leur dire, vous les driver sur ce qu'ils doivent faire, là c'est fini. On n'est plus dans la facilitation, on essaye de manipuler les gens. Alors on est dans l'être, on veut vraiment apporter aux autres, on veut les accompagner. On est dans une posture d'accompagnant, vraiment jusqu'au bout, et de transmettre aussi aux autres. Et, donc je dirais, c'est pour ça que ça demande une certaine maturité. C'est pas facile d'être facilitateur en sortant de l'école. Moi, en sortant de l'école, j'aurais été incapable de le faire. Donc j'enseigne dans les écoles, le design thinking. D'accord. Mais je vois bien qu'il y en a pour qui il y aura un potentiel, mais la plupart, on sent que c'est parfois un peu trop tôt. Parce que c'est normal, il faut de l'expérience, il faut être habitué à gérer des situations parfois complexes, humaines, hein, où on a des gens qui sont plus âgés que vous et qui arrivent avec un ego. Qui emmènent, qui peuvent gueuler aussi. Exactement, Ouais, donc c'est pas... Je dirais que la facilitation, c'est pas quelque chose que je conseillerais à la sortie de l'école. Après, on peut le faire, hein, tout dépend de chacun, hein, c'est l'expérience de chacun. Faut avoir une certaine confiance en soi et donc un peu de bouteille, ouais, c'est pas mal. Faciliter, c'est aussi avant tout s'amuser beaucoup. Voilà. D'accord. C'est beaucoup, même s'il y a des enjeux humains importants, qu'il y a un contexte qui doit être propice à ce que ça fonctionne bien, c'est avant tout se faire plaisir. Tester des ateliers, tester des outils, mais à condition que ça rentre dans le bon cadre aussi, évidemment. Mais c'est se faire plaisir, parce que c'est une vraie connexion humaine, c'est vraiment génial. Quand on sort de là, moi, chaque fois que je sors d'une session, je suis comme si j'avais fait du sport, quoi. Je suis fatiguée, mais j'ai une espèce d'énergie là qui est là, parce que c'est très galvanisant, en fait. D'accord. C'est dans les deux sens, voilà. Eh bien, merci beaucoup Olivia pour cette interview. J'espère que ça aura plu à nos auditeurs. Merci beaucoup Laurent, surtout merci à toi, parce que c'était l'occasion, c'était bien. C'était très très bien, je n'ai rien à ajouter. Eh bien, merci beaucoup Olivia. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis, voilà, donc je vous dis à très bientôt, pour une prochaine interview. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté Design Plus, le podcast français sur le design UX et UI. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de le noter, de le commenter et de le partager autour de vous. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur la chaîne LG Design UX UI, également sur LinkedIn où je suis très actif, et enfin sur mon site web www.laurentgalen.com. À très bientôt!